enfin 16h, il est 16h08. Merci à Mohamed Ali qui a présenté le flash de 16h. Et je reçois avec beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme, mon invité, Anwar Braham, le grand Anwar Braham, le grand artiste, musicien, maître du oud de renommée internationale. Notre Anwar Braham national qui fait notre fierté. Bonsoir Anwar. Et Aïchek, bonjour Amel. Ça va? Je vais bien, merci. Et vous? Très bien, je suis très contente. On va se vouvoyer. C'est comme... On va se vouvoyer, on va faire du professionnel. Justement, d'habitude on se dit tu, mais là sur antenne, j'ai longuement hésité, j'ai réfléchi depuis hier et finalement j'ai décidé qu'on va se vouvoyer sur antenne Anwar Braham. On va faire une interview très professionnelle. Alors, ça me fait un très très grand plaisir de vous recevoir. La dernière fois que je vous ai reçu, ça date de 2017. Il y a déjà oui, de 2017, c'était sur Radio Jeune, justement, 2017. Où étiez-vous depuis 2017 et depuis le dernier album, Blue Maqam? Ben écoutez, tout d'abord, je voulais dire que, comme vous le savez, j'ai un faible pour... ça me fait très plaisir d'être ici. Et comme vous le savez, j'ai un faible pour cette chaîne. Parce qu'il se trouve que c'est une des toutes premières chaînes qui avait commencé à l'époque, au tout début des années 80, à diffuser ma musique, oui. Grâce notamment à la grande Neila Chehimi, qui nous a malheureusement quittés, Allah yarhamha. Oui. Et voilà, et donc, et aussi grâce à Habib El-Aïd, que vous connaissez bien. Donc voilà, c'est avec d'autant plus de plaisir que je me trouve ici aujourd'hui et avec vous notamment. Merci Anwar. Donc la question, c'était... Depuis 2017, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé ce qui s'est passé. Non, pour vous, Anwar Braham. Vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe. De ce qui se passe dans le monde, si, mais moi, je demande des nouvelles de Anwar Braham. Écoutez, moi j'ai sorti mon dernier disque Blue Maqam en 2017, comme vous l'avez dit. Oui. C'était à cette occasion, je pense qu'on avait fait une émission ensemble. Exactement. Et ensuite, vous l'avez présenté en première, je crois, à Hammamet. Voilà, c'est devenu maintenant, j'espère que ça va durer, en fait c'est un peu le hasard, a fait à ce que maintenant c'est le troisième disque à peu près. Il y a eu, parce qu'il y a eu The Standing Eyes of Rita, il y a eu Souvenance et il y a eu Blue Maqam, et en fait ces trois projets de ces trois disques, j'ai eu la chance de présenter la première en Tunisie. Voilà. Et donc effectivement, Blue Maqam a été présenté à Hammamet 2017. Et après, c'était la première. Après ça, j'ai eu la chance de tourner avec ces fameux musiciens. C'était vraiment des moments importants pour moi, parce que il faut dire que c'est une grande chance de jouer avec des musiciens comme Dave Holland, Jack DeJohnette et aussi Janko Bates. On a fait 2 assez grandes tournées. C'était où? C'était en Europe principalement, en Amérique? En Europe essentiellement. En Europe essentiellement. Et puis j'ai continué aussi à tourner avec mon groupe qui est le quartet de The Standing Eyes of Rita. Voilà, donc parallèlement... Ça vous tient à cœur cet album, je crois. Pourquoi est-ce que vous avez continué à le présenter en tournée des années durant après? Alors qu'il y avait 2 autres nouvelles productions qui sont Souvenance et Blue Maqam. Oui, c'est vrai. En fait, c'était pas calculé. Rien ne prédisait, ou bien c'était pas programmé. Il se trouve que c'est un quartet qui a duré parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à aussi bien jouer avec ces musiciens, et puis ce sont des gens aussi qui sont des personnes magnifiques, donc il y a eu une relation humaine qui s'est tissée comme ça. Et puis comme ça avec Ralf Dessine, Björn Meyer et Klaus Gesing. Et puis le projet a continué à être demandé, donc je me suis dit bon, pourquoi pas, c'est l'occasion de... Parce que généralement j'ai l'habitude de quand je sors un nouveau projet, j'ai plus envie d'y revenir en fait, et ça c'était un peu une exception, parce que j'ai toujours un peu envie d'effacer ce qui est ancien, ou d'oublier ce qui est ancien. Et donc là, étonnamment, j'ai continué et on s'est pris au plaisir de rejouer ensemble. Et finalement, on a fêté, ça fait 12 ans qu'on tourne avec ce quartet. Voilà.
The Astounding Et puis, Eyes of Rita. Qui voilà. est Rita? Je vous ai jamais posé la question. Qui est Rita, justement? Rita, en fait, je me suis inspiré du poème de Mahmoud Mahmoud Darwish. Darwish. Voilà. Et poème qui a été chanté par Marcel Khalifa. Exactement. Et donc voilà, après ça, nous avons été rattrapés par l'épidémie. Et on va arriver à l'année 2020, voilà. Mais j'ai envie de savoir, j'ai une grande curiosité de savoir pourquoi est-ce que vous avez plutôt tendance à effacer le passé, effacer l'ancien album et recommencer le nouveau. Pourquoi est-ce que vous avez... Là, vous venez de me dire ça. Parce que je crois, il me semble que dans tout processus créatif, on attend toujours quelque chose de nouveau, que survienne quelque chose de nouveau, et donc c'est vrai que je suis quelqu'un déjà je mets du temps pour composer un projet. Ensuite, comme je ne joue que ma musique, donc à partir d'un certain moment, j'ai toujours la crainte de perdre cette fraîcheur et cette envie, et puis je pense que pour passer à quelque chose de nouveau, il faut toujours, c'est important de faire quelque part le vide, parce que sinon on a la peur de se redire, en fait. On a la peur de faire des redites. On a un peu peur de ce qu'on appelle le déjà-vu. Et donc pour ça, c'est un peu ce qu'on appelle le phénomène de la page blanche. Justement, vous passez par des moments de doute, d'hésitation, de peur de la page blanche. Il y a des moments entre un album et un autre, entre une tournée et une autre. Anor Braham, quand vous posez chez vous, à la maison, est-ce que vous passez par des moments un peu, je ne sais pas, de l'angoisse, de la peur, de l'angoisse, de l'hésitation? La page blanche, c'est sûr, je vous dirais, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. En fait, j'entendais la dernière fois un grand scientifique parler du processus scientifique en disant qu'il faut expérimenter et jeter, expérimenter, se tromper et jeter, expérimenter, se tromper et jeter. Et je me suis dit, ah tiens, ça ressemble drôlement à ce que je fais. Ça vous rappelle un peu. C'est-à-dire essayer, effacer, se tromper et jeter. Donc voilà, et puis il y a quelques petites choses comme ça qui arrivent à échapper à la corbeille et qui deviennent plus tard, en y travaillant dessus, en essayant de structurer, en ayant le sentiment que peut-être il y a quelque chose d'intéressant. Vous les oubliez pendant des années dans un tiroir et par la suite vous les revisitez, c'est ça? Oui, enfin dans un tiroir ou dans un enregistrement oui, en fait moi je suis... Vous savez, dans la vie, je suis quelqu'un de très organisé, voire maniaque. Ma femme et mes enfants en souffrent beaucoup. mais en musique, je suis très brouillon. C'est-à-dire que je ne commence pas quelque chose pour la terminer. En fait, c'est une espèce d'éternel recommencement. Et donc, j'accumule les esquisses. Là, je vous parle de ma sauce interne. Et donc j'accumule les brouillons et les esquisses et voilà, et à partir d'un certain moment je sais plus où j'en suis et puis ça part dans tous les sens et ça part dans tous les sens, dans le sens mais je peux pas travailler d'une autre manière parce que je me dis c'est peut-être je suis pas quelqu'un par exemple qui décide d'un groupe avant de commencer à travailler. J'ai plutôt tendance à attendre que la musique surgisse et survienne et à travers en fait ces petites bribes à avoir des idées comme ça d'instrumentation qui se construisent petit à petit. D'habitude, c'est combien d'années entre un album et un autre, entre un projet et un autre? Ah, je n'ai aucun plan, vous savez, je ne sais jamais si le dernier disque que je sors va être le dernier ou l'avant-dernier parce que vous savez le phénomène de la création c'est-à-dire que vous savez, je vais vous dire, ça paraît un lieu commun, ça dépend de l'inspiration, mais ça dépend de notre envie d'aller c'est aussi un challenge, tout ça, ce ne sont pas des choses qui se calculent, ce sont des choses intérieures, c'est un cheminement, ce ne sont pas des choses qu'on peut calculer. Alors bien sûr, on peut
on peut composer au mètre. C'est-à-dire, voilà, je compose, mais si on veut vraiment se surprendre et le cas échéant surprendre celui qui écoute et qu'on ait le sentiment qu'il y a quelque chose de neuf, on ne peut pas calculer, je pense, ou planifier les choses. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment pas de plan. Mais ceci étant, on ne s'assoit pas sur une chaise ou on ne s'étale pas sur un canapé en attendant l'inspiration. Hein. C'est pour cela que je vous ai posé la question. C'est-à-dire que l'inspiration, elle vient avec le travail. Ça vient comment? Et alors que vous passez quand même une grande partie de votre temps aussi à Nour Braham, dans un avion, à vous déplacer d'un pays à un autre, à faire des répétitions avec votre groupe musical, à préparer des tournées aussi, à préparer des spectacles. Donc ça vient comment et quand, cette inspiration? Eh ben, vous avez tout à fait raison, effectivement, c'est toujours un dilemme, parce que ma vie d'artiste, de musicien est partagée effectivement entre ma vie de musicien de scène, en jouant sur scène avec les tournées, les voyages, la rencontre du public, tout ça c'est aussi quelque chose de passionnant bien sûr, mais c'est des choses qui peuvent distraire, et moi je suis quelqu'un qui ne peut pas travailler entre deux avions. Donc c'est pour ça que je suis toujours très content d'avoir 2 mois, comme ça parfois 3 mois de répit pour voir l'horizon et pour prendre le temps de travailler justement et d'approfondir les choses. En général, ça se passe où? C'est en Tunisie ou dans d'autres pays? Oui, mon antre, c'est à Tunis. Mon atelier, c'est quand je reviens, c'est-à-dire que je suis souvent à l'extérieur, mais j'ai plutôt tendance à travailler en Tunisie. D'accord. Voilà, je m'isole. C'est en ça d'ailleurs que l'épidémie a été, entre guillemets... C'est peut-être une chance. Pas très correct de dire ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en souffrent, oui. Enfin nous tous. Oui, le monde entier en souffre. Et on souffre pour les autres aussi, oui. Parce qu'on souffre pour ceux qui souffrent aussi. Mais c'est vrai que ça a été une aubaine pour moi, et je me suis rendu compte d'ailleurs que j'étais habitué à l'isolement. Parce que pour composer, il faut s'isoler. On est seul, quand on compose, on est seul, comme un peintre. C'est vraiment un travail de solitaire. Donc j'étais déjà rodé. Donc le confinement n'a rien ajouté pour vous, parce que vous aviez l'habitude de vous isoler, de vous séparer, de prendre la distance, au fait, de faire les gestes barrières d'une manière, en quelque sorte, comment dire, très, très spontanée. J'ai choisi d'écouter ensemble avec les auditrices et les auditeurs un morceau du tout dernier de Maqamet, ou bien de Blue Maqam. J'ai choisi La Passante à Nour. C'est l'un des morceaux qui sont sur ce CD. On va l'écouter et revenir justement pour parler avec de plus amples détails sur l'année 2020, comment elle s'est passée, et votre vision sur le monde entier, parce que j'ai besoin aussi d'écouter Nour Braham, le penseur, le philosophe, l'être humain, pas que le musicien. La Passante de l'album Blue Maqam, le tout dernier de Nour Braham, mon invité aujourd'hui sur les ondes de RTCI, un album qui a été produit en 2017 à Nour. Justement, on va revenir à cette année 2020 qui était une année, même l'année 2021, qui est une année exceptionnelle dans l'histoire de l'humanité, avec cette pandémie qui a envahi pratiquement tous les pays du globe terrestre, et avec les bouleversements, les changements que ceci a apporté. Comment est-ce que vous avez vécu cette année 2020 à Nour, et surtout, quelles répercussions ça a eu sur votre calendrier du travail, calendrier professionnel? Je sais que normalement vous auriez dû donner plusieurs concerts en 2020, mais je crois que rien de tout ça n'a eu lieu, ou presque. Ben forcément, il y a eu une petite, effectivement, toutes les dates à partir de mars 2020 ont été annulées. Il y a eu une petite reprise, une petite éclaircie à la fin août 2020. On a pu donner quelques concerts. J'ai joué, si ma mémoire est bonne, en Suisse, à Bâle, à Perpignan, à Naples, je ne sais plus où aussi, voilà. Et puis après ça s'est refermé parce que l'épidémie, on avait espéré qu'à ce moment-là, c'était la fin de l'épidémie. Et puis bon, ça a repris, et donc jusqu'à maintenant, et là, effectivement, nous en sommes à
nous sommes dans cette situation, enfin tous les musiciens particulièrement, je pense que parmi les métiers, disons, qui souffrent le plus au monde, c'est les artistes, les musiciens notamment. Donc voilà, toutes les dates sont reportées, re-reportées, je dirais au calendrier grec. Et bon, voilà, donc c'est sûr que personne ne s'attendait à ça, et ça a été, c'est quand même une atmosphère assez anxiogène hein, au début. Mais en ce qui me concerne, sincèrement, je ne l'ai pas très mal vécu, parce que comme je vous disais tout à l'heure, ça a été une opportunité pour moi, parce que le fait d'être tout le temps entre deux avions, comme je disais, je me suis dit, voilà, je peux prendre finalement le temps de me recentrer. Ça m'a permis aussi de faire des choses que je n'avais pas du tout le temps de faire. Par exemple, j'ai pris le temps c'est des choses qui traînent depuis 20 ans, classer mes enregistrements, mes partitions, qui étaient un peu... chez vous, c'est-à-dire dans votre atelier, oui, c'est ça? Dans mon atelier. C'était vraiment... C'était le désordre avant? C'était un sacré désordre, parce que j'ai... vous savez, tout ce que j'ai fait avant de commencer à enregistrer avec ECM, et avec qui d'ailleurs je fête ce mois-ci mes 30 ans. Joyeux anniversaire. Avec ECM. Et donc tout ce que j'avais fait avant était sur bande, ce qu'on appelle les bandes 625. D'accord, sur un autre support. Voilà. Et donc j'avais numérisé une partie de mes enregistrements, mais c'était pas classé. Donc voilà, donc j'ai pris le temps de faire des choses que j'avais pas le temps de faire, de me recentrer un peu, et aussi de me consacrer un peu plus à la composition. Voilà. Mais en fait, si ce n'était l'ambiance un peu anxiogène et la situation des gens qui nous entourent, qui est mauvaise en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent, pour moi ça aurait été une période, c'était pas forcément une période négative. D'accord. Mais on sait qu'il y a des gens qui ont absolument besoin de travailler, qui ont absolument besoin au jour le jour, quoi. Donc c'est pas évident. Et ça continue. Ça continue justement. Ce n'est pas encore la fin. On ne voit pas encore le bout du tunnel, justement. Est-ce que, vous m'avez dit, j'ai composé un peu, vous avez eu donc la possibilité, le temps, l'inspiration, de commencer d'entamer peut-être un nouveau projet, un nouvel album? Est-ce que vous êtes en train de travailler sur quelque chose, sur un projet actuellement? C'est un peu en cours, j'ai mis un peu de l'ordre dans mes brouillons, justement, et réécouter, voir ce qui serait intéressant de reprendre, de continuer à structurer, les choses sur lesquelles il serait éventuellement intéressant de travailler. Donc je suis un peu dans cette phase, voilà. Je vous cache pas que c'est pas toujours évident, hein. Pas toujours évident, parce que parfois un peu l'atmosphère, la création, c'est on n'appuie pas sur un bouton, mais voilà, mais j'essaie de rester concentré, disons, voilà. J'essaie de ne pas m'éparpiller, et même si l'inspiration n'est pas là, je continue à travailler. Il y a des moments comme ça incompréhensibles, incalculables, où l'inspiration elle vient d'elle-même d'un seul coup. Si, non? Bah oui, c'est un peu c'est le mystère c'est le mystère. C'est le mystère, c'est-à-dire que vous savez, parfois on a l'impression de faire quelque chose de génial, et puis on réécoute, ça nous semble très banal. Parfois on fait on va dans une improvisation, et puis qu'on laisse tomber, puis on revient l'écouter 2 mois après, on se dit ah, peut-être quelque chose d'intéressant. C'est très subjectif en fait, notre avis est souvent subjectif. J'ai l'impression, Anour Braham, que ce qui se passe autour de vous aussi dans la vie, dans le monde, en Tunisie, est une source d'inspiration pour vous. Je tire cette conclusion en ayant devant moi au moins les 2 derniers albums, qui sont Souvenance, Estefkar et Blue Maqams. Je crois qu'il y en a un autre, il y a beaucoup de musique que vous avez composée ou plutôt suite à la guerre de juillet 2006 au Liban, à Beyrouth. Donc vous avez été inspiré par cette guerre-là. Vous avez été inspiré aussi par ce qui s'est passé en Tunisie durant les 10 dernières années, puisque vous avez composé
comment le dire, c'est toute une œuvre musicale qui me semble plutôt, c'est du jazz mais c'est du classique aussi, Estethkar ou Souvenance, où vous écrivez d'une autre manière, à votre manière, avec votre sensibilité, avec votre vision, l'histoire de la Tunisie, l'histoire moderne de la Tunisie, l'histoire de ces 10 dernières années, janvier, Kasserine, la révolution, ce qui s'est passé en Tunisie. Je pense qu'il y a aussi la même chose dans Blue Maqam, puisqu'il y a un clin d'œil à Hachem, à la Syrie, donc ce qu'a vécu la Syrie durant ces dernières années aussi, cette décennie. Il y a un clin d'œil à Persépolis. Donc, jusqu'à quel point vous êtes impliqué dans l'actualité de tous les jours, dans l'actualité politique, dans l'histoire très moderne, très actuelle du pays et du monde à nous? Alors, bon, c'est difficile à dire. Il y a moi en tant que personne, c'est vrai qu'en tant que personne, je me sens très concerné par tout ce qui nous entoure. Et c'est-à-dire que oui, je suis même un peu trop consommateur d'informations, surtout que les médias ont parfois tendance à vouloir nous manipuler, donc j'ai plutôt tendance à faire de ce qu'on appelle du fact-checking souvent, donc je ne me fie pas à un seul organe d'information, j'ai plutôt tendance à, surtout sur des sujets sensibles, où il peut y avoir des conflits d'intérêts, où il peut y avoir des influences de lobby, etc., à aller chercher des sources d'informations diverses. Et donc c'est vrai que dans ce sens, je suis quelqu'un qui, enfin sur le plan politique, sur le plan social, je suis quelqu'un qui s'informe. Mais donc l'incidence de cela sur mon travail, c'est très difficile à évaluer. On ne sait pas d'où vient la musique en fait. On ne sait pas du tout quand on se met à jouer, parce que en plus la musique, j'ai oublié de dire ça tout à l'heure. C'est quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, quand il y a des moments difficiles comme cette crise sanitaire, c'est quelque chose qui est incroyable, qui nous permet d'échapper au monde, en fait, qui nous permet de vivre quelque chose, ne serait-ce qu'écouter la musique. C'est un magnifique échappatoire aussi. Et donc, quand on fait de la musique, on ne sait pas. Bon, moi, j'aurais tendance à penser qu'on puise dans une espèce de mémoire émotionnelle, mais ça peut être une mémoire très ancienne, on puise dans une mémoire aussi musicale, ancienne, mais je pense pas que l'artiste puisse créer en vivant dans une tour d'ivoire. Je pense que c'est l'interaction de ces deux choses, en fait, c'est cette espèce de clash comme ça, cette alchimie qu'on ne maîtrise pas, nous n'avons aucune maîtrise sur ça, parce que ça serait trop facile ou même inintéressant, à la limite. C'est ce qui fait que c'est le mystère du processus créatif. Donc, voilà, on ne sait pas si ce qui nous anime, c'est ce qui nous a mis en colère hier, en entendant une mauvaise nouvelle, ou ce qui nous a fait pleurer en regardant des images touchantes ou un témoignage touchant. On ne sait pas finalement qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui a suscité ces quelques notes éparses qu'on met sur une feuille. Ça, c'est au moment de la création, de la naissance. Oui. Entre guillemets de l'accouchement, parce que ça ressemble un tout petit peu à l'acte de création de la vie. Mais quand vous vous mettez par la suite à donner forme, à donner une identité, un nom, un titre à ces morceaux, qu'est-ce qui vous fait appeler la nuit, oui, ou la passante, ou January, etc. Vous avez raison de soulever cette question, parce que effectivement les titres c'est aussi quelque chose de très délicat, parce que je ne donne pas les titres en avance, parce que et les titres c'est un peu comme vous savez, parfois vous pensez à un titre qui vous semble vous tenir à cœur, ou parce que soit par sa signification, ce qu'il évoque en vous, ou même parfois seulement par sa sonorité, mais vous le mettez sur une pièce et elle le rejette. Donc, et puis, donc c'est là aussi il y a un peu un mystère. J'utilise un peu trop ce mot aujourd'hui, mais donc c'est vrai que parfois j'utilise les titres pour
pour faire allusion à des choses qui me tiennent à cœur, à des événements que j'ai vécus, ou bien comme des morceaux que je dédie en fait, voilà. Mais j'essaie de ne pas le faire au premier degré parce que je trouve que c'est important de laisser, en tout cas il me semble important de laisser l'imagination de celui qui écoute, de ne pas conditionner l'imagination de celui qui écoute. Le pousser à réfléchir peut-être. Pardon ? Le pousser à réfléchir. Oui, parce qu'il faut qu'il ait sa propre image, il faut qu'il ait que ça résonne en lui il faut que ce soit la musique et la musique seule qui résonne et qui puisse lui suggérer des choses. Mais bon, voilà, parce que utiliser des titres trop au premier degré, ça peut ne pas être très productif. On va écouter Délivrances à Anouar. J'ai choisi un deuxième morceau. Cette fois-ci. Non, moi je suis très très mauvais. Je vous laisse vraiment le. D'accord. J'ai choisi Délivrances de l'album, du double album en fait, Souvenance. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. On va l'écouter. Et Anouar Braham, je ne voudrais pas rater cette occasion, rarissime d'ailleurs, pour vous poser la question sur votre vision, votre appréciation en tant que Anouar Braham, le citoyen tunisien, sur ce qui se passe, sur la situation actuelle en Tunisie à tous les niveaux, le niveau politique, économique, social, sanitaire, etc. Ben écoutez, je pense que je ne vous donne pas un scoop en disant que la situation est mauvaise, sinon très mauvaise. Je crois que ça, tout le monde le sait. Et ben, nous sommes même dans une situation d'impasse, me semble-t-il, sur le plan déjà politique. Ben, écoutez, c'est très complexe. Bien sûr, on a tendance à rendre responsables les politiques. C'est clair que les politiques ont une responsabilité de premier plan dans tout ce qui se passe. Mais nous avons aussi notre responsabilité. Je pense qu'il y a une part de responsabilité collective, ne serait-ce déjà que par le vote, parce que c'est nous qui avons mis en place ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Et puis, je pense aussi qu'il y a une espèce d'ambiance toxique qui ne participe pas à arranger les choses, que nous mettons un peu en place, que nous créons et entretenons un peu nous-mêmes. Pour être plus précis, quand il m'arrive d'aller sur certaines pages des réseaux sociaux pour voir ce que pensent les gens, ce que disent les gens, je dois dire que je suis souvent assez effaré, aussi bien d'un camp que de l'autre, avec cette propension que nous avons. Enfin, les réseaux sociaux qui sont censés être des espaces d'échange et de partage sont devenus aussi des espaces de haine. Des scènes de bataille. Et de bataille, d'insultes. Et puis cette tendance aussi à se faire une opinion en ramassant quelques bribes d'informations, qui souvent, si ce n'est très souvent, sont de fake news. Et voilà, donc les gens se font une opinion parfois qui n'est pas... Et voilà, et donc voilà, sur les plateaux de télévision, tout le monde crie, tout le monde est devenu donneur de leçons. De leçons. Et voilà, donc dans ce sens, c'est pas que les politiques. Et c'est drôle parce que nous avons tous bien sûr nourri un espoir immense quand il y a eu la chute du régime de Ben Ali. Et d'ailleurs, nous tous en tant que Tunisiens, on a vu à quel point à la chute du régime, même si on s'est retrouvé sans police, il y avait la sécurité, les gens s'arrêtaient au feu rouge, les gens faisaient les queues, il y avait une espèce de civisme comme ça tout d'un coup qui s'était, oui. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Bien sûr, j'ai vécu ça. Mais c'était absolument, mais ce sont les mêmes Tunisiens. Exactement. C'est nous.
Je me pose tous les jours la question où sont passés ces Tunisiens que je voyais. À quel point, et donc, et je crois que, je pense que les médias ont une grande responsabilité, courir derrière le buzz, excusez-moi l'expression, la vulgarité, et donner la parole à des gens qui sont, je parle même pas des propagandistes, mais ne participent pas à apaiser, je dirais, l'atmosphère dans laquelle nous vivons. Et voilà, les gens, c'est un peu ça qui nous entoure. Et là, il y a apparemment une impasse politique, puisque au niveau des hautes institutions de l'État, et comme vous avez dit, c'est une situation kafkaïenne. Et que faire? Je ne sais pas, je vous pose la question à Norbra. Vous n'avez pas de solution, vous voulez connaître mon avis? Oui, bien sûr. Mais écoutez, si on vous charge d'animer une émission radio et que vous empêche de recruter, d'avoir un ingénieur du son, d'avoir un microphone, qu'est-ce que vous faites? Je ne sais pas. Je la ferai peut-être avec mon ordinateur sur Internet. Je ne sais pas. Si vous pouvez plus travailler, on vous nomme pour un poste où on vous charge et vous pouvez pas le faire. Qu'est-ce que vous faites? Je ne sais pas. On est dans cette situation actuellement. Si vous me demandez, moi, si on me nomme pour une responsabilité que je peux pas la faire comme j'entends la faire, je pars, je quitte. Et donc? Et je quitte. Et donc? Vous savez, je veux absolument pas. Je ne suis pas. La Tunisie, la laisser. Non, je quitte pas la Tunisie. Je parle de celui à qui on charge. Ah oui. Je ne veux pas prendre parti. Je ne suis pas constitutionnaliste et je n'ai rien contre le Premier ministre. Oui. Je le connais pas personnellement et je ne sais pas qui a tort et qui a raison. Mais à partir du moment où il ne peut plus nommer les ministres, valider la nomination des ministres, à partir du moment où il ne peut plus gouverner, à partir du moment où il est autant affaibli politiquement, je crois que aussi bien pour lui, pour son propre bien, et que pour le bien du pays, oui. Vous m'avez confié, et alors c'est ou le président de la République qui part, ou c'est lui qui part. D'accord. Le président de la République ne peut pas partir parce qu'il a quand même une légitimité populaire, il est élu au suffrage universel. Pour un mandat qui n'est pas encore terminé. Et c'est surtout le président de la République qui l'a choisi. Donc, moi j'ai absolument rien contre Mechichi. Je n'ai absolument rien contre lui. Peut-être que de toute façon c'est un grand commis de l'État, c'est quelqu'un qui a la réputation d'être intègre, c'est quelqu'un dans les postes qu'il a occupés précédemment, je pense tout le monde dit que c'est quelqu'un qui a bien fait son travail, mais sauf qu'aujourd'hui il ne peut pas gouverner. Donc déjà, je pense que... J'ai eu ma réponse. Pardon? J'ai eu ma réponse à Norbra. Et je pense que ça sera... C'est pas ça qui va résoudre les problèmes, oui, bien sûr. Les problèmes sont multiples et complexes, mais je crois que ça sera tout à son honneur. Anouar Brahim, quel plaisir ça a été de vous recevoir aujourd'hui, de vous écouter, de parler. On n'a pas parlé de tout. Je n'ai pas posé toutes mes questions. Vous êtes encore en Tunisie. Je vous invite une autre fois, vous viendrez? Avec plaisir. Tout le plaisir sera pour moi. Merci infiniment, Anouar Brahim. Bon Ramadan, bon séjour. Merci, encore en Tunisie. Et good luck pour la prochaine production qu'on attendra avec impatience. Merci beaucoup. Merci pour ce bonheur, Anouar. Au revoir. Au revoir. Dans un petit moment, je reçois Mouaz Hamemi par téléphone pour revenir un tout petit peu sur les chiffres de la Covid.